C'est vrai que ça fait plusieurs années où on parle de beaucoup de choses de science-fiction. Hein. Ça ressemble à de la science-fiction, la voiture, où on n'a même plus de fenêtre, on a une télé, on regarde un film, on regarde Netflix, on écoute Spotify ou Deezer, on fait un parcours sans même regarder la lumière du jour. Enfin bon, je ne parle même pas de la voiture volante ou autre. En tout cas, le tableau qu'on nous dresse par les constructeurs et autres géotrouve-tout de l'automobile depuis ces dernières années a fait place à beaucoup d'imagination. Ce qu'on va essayer, c'est de rationaliser un petit peu les choses dans ce que l'on sait aujourd'hui des technologies et du développement de ces technologies, de ce qui est possible de faire demain et en quoi ça va bouleverser les modèles de mobilité demain. Guillaume, peut-être je vais commencer par toi. Est-ce qu'on a été trop loin dans la prospective de la voiture autonome? Est-ce qu'on a vraiment trop exagéré les choses? Il y a eu une étude il y a quelques années où on avait expliqué qu'avec la voiture autonome, le robotaxi allait complètement se substituer à la voiture individuelle. Est-ce qu'aujourd'hui on atterrit, comme dit Madame Hydrac? Je pense que ce qui a été dit à l'époque était probablement vrai. La vraie problématique, c'était pas vraiment de savoir où on allait, c'était à quelle vitesse on allait et de savoir si de notre vivant on le verrait. Je pense que ça, c'est propre à l'innovation de pointer le doigt vers le ciel et de dire on va aller sur la Lune. Après ça, de savoir combien de temps on va mettre, c'est une autre histoire. Donc quelque part, je pense que ce qui a été dit à l'époque est d'avoir une vision assez prométhéenne du véhicule autonome qui pourrait finalement être simplement le remplaçant de ce que nous faisons au volant était normal. Ce qui se passe maintenant, c'est que certes, ça a travaillé, on a beaucoup travaillé, il y a beaucoup de projets de véhicules autonomes partout dans le monde, peut-être trop d'ailleurs, et se pose aujourd'hui la vraie question, c'est à quoi ça sert? Si ça ne change pas les choses, si ça ne répond pas à des cas d'usage qui transforment nos mobilités, n'améliorent pas la vie des gens, coûtent éventuellement moins cher, ont une empreinte écologique moins forte, ça ne sert pas à grand-chose. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans je ne sais pas si c'est de l'atterrissage, mais c'est un moment de vérité autour de pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce que ça nous sert vraiment. Et donc on est dans ces phases-là. Normalement, il y a de l'exploration, après ça il y a du test, et après il y a du passage à l'échelle. On est en phase 2, on teste des choses qui doivent servir. Monsieur Berbin, vous êtes directeur de l'innovation à la RATP. On parle beaucoup de cas d'usage. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez évidemment sur des projets sur la voiture autonome et d'autres projets. Et le robotaxi, je crois, il me semble. Les cas d'usage, c'est quelque chose que vous regardez en premier? Alors, ce qu'on regarde, c'est on regarde à la fois les capacités technologiques, qu'est-ce que la technologie peut réellement faire, et jusqu'où, et à quel coût, et dans quelles conditions, et pour quel cas d'usage. Donc aujourd'hui, on a une série d'expérimentations qui sont déjà en cours. Hein. Il y a une navette à Vincennes qui tourne depuis un certain temps et qu'on est en train d'étendre, pour justement regarder quels sont les cas d'usage. Donc on a plusieurs types. Il y a un cas qu'on regarde de manière assez forte, c'est le rabattement vers les gares RER, par exemple. Comment est-ce qu'on fait le dernier, les 2, les 3, 4 derniers kilomètres pour éviter aux gens aujourd'hui de prendre leur voiture pour aller jusqu'à la gare RER? On regarde aussi comment est-ce qu'on peut s'insérer dans la ville, dans Paris, dans une zone dense, et qu'est-ce que ça veut dire, et qui va venir prendre dans Paris ce type de service par rapport au métro ou par rapport au bus existant. C'est quelque chose qu'on connaît déjà. Hein. Vous regardez les cas d'usage et la typologie des personnes qui prennent le métro et la typologie des gens qui prennent le bus, c'est pas tout à fait la même. Il y a des recouvrements, voilà. Et donc la question, c'est ces véhicules autonomes, qui va venir les prendre pour quel cas d'usage? Et là aussi, on voit bien qu'on a une gamme entre le papa en poussette, les personnes qui vont travailler, des personnes âgées, des personnes avec des difficultés de mobilité. On a toute une gamme. Et aujourd'hui, le récit qu'on nous a fait sur le véhicule autonome, il est quand même très centré sur le cadre dynamique à fort pouvoir d'achat qui achète une voiture. Souvent personnel. Et donc nous, clairement, c'est pas notre cas principal, puisque nous, on est opérateur de transport, et donc on s'adresse à une population qui est beaucoup plus large. Madame Gauthier, comment on anticipe tous ces cas d'usage? Comment on les anticipe parce qu'il y a peut-être des usages qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui seront là demain? Alors, nous, on essaye, comme on est quand même un partenaire des acteurs de mobilité importants chez Total, et à la fois un partenaire
des infrastructures électriques. On essaye d'anticiper plusieurs choses. Donc, au titre de la voiture, on essaie d'anticiper ce que sera la voiture de demain, parce que c'est quand même assez structurant sur notre modèle. Il se trouve que j'ai dans mes équipes également les équipes qui font de l'innovation un peu transversale sur ces sujets-là, et notre fonds de venture. Donc, à ce titre-là, on regarde ce qui se passe à la fois aux US, en Chine, un peu partout. Alors, on voit que évidemment la mobilité est bouleversée, elle est d'abord bouleversée par le numérique, mais les usages ont d'abord été bouleversés par les plateformes d'optimisation de la fluidité. Enfin, la technologie, elle est là pour optimiser la fluidité avant de modifier la voiture individuelle. Donc, c'est surtout ça. Donc, ce qu'on a surtout vu aujourd'hui et ce qu'on regarde, et je l'avais beaucoup vu également dans mon précédent job où j'étais directrice des investissements de la Caisse des dépôts, dans nos territoires, la façon dont le numérique et les plateformes fluidifient, modifient les cas d'usage, transforment le véhicule en un véhicule partagé, avec divers modèles, on ne va pas s'étendre ici, ou comme outil pour les villes, puisqu'on est dans un forum sur la ville, pour fluidifier, faire de la multimodalité et aller jusqu'à effectivement le paiement multimodal sur un territoire. Alors, la ville a de la chance, ce n'est pas le cas de tous les territoires. À la Caisse des dépôts, on se préoccupait également des territoires un peu plus ruraux et en quoi le numérique pouvait favoriser ça. La deuxième révolution, ce n'est pas que la révolution numérique, c'est quand même l'arrivée de l'électrique avant toute chose. Et là, effectivement, nous, on surveille ça de très très près. On a pas mal de participation dans des briques technologiques autour du véhicule électrique. Et on regarde également ce que ça implique comme modification profonde des infrastructures électriques. Parce que c'est pas trivial pour les opérateurs, ce que ça implique comme installation de bornes. La voiture, là, et la batterie devient, au-delà de la modification de l'usage personnel, devient un élément important du réseau électrique à terme, donc de l'équilibrage, donc de l'autonomie également électrique d'un certain nombre de régions. Voilà. Et enfin, alors sur le sujet qui nous intéresse, l'intelligence artificielle, le véhicule autonome, on est là, on constate simplement qu'on est beaucoup plus prudent que les annonces. On suit de très près toutes les alliances entre les Google et les opérateurs, ce qu'on appelle OEM, donc les constructeurs automobiles, que ce soit entre General Motors, Honda, ce que fait Google, il y en a 3-4 comme ça qu'on suit de près. On voit que les annonces reculent. On regarde, nous, d'assez près toutes les briques technologiques. Les briques technologiques sont pas si loin d'être là. Mais effectivement, elles ne sont pas si loin d'être là dans tout ce qui est capteur, lidar, radar, caméra, GPS, etc. Ça implique quand même, ça pose beaucoup de sujets. On voit arriver des fonctionnalités et on a des participations plutôt dans la logistique, effectivement, long haul, donc dans des sujets où il n'y a qu'à voir aux Pays-Bas qui ont des ambitions d'avoir des trains de véhicules ou intercités avec un camion, un driver dans un train de logistique, ça on le voit. On voit l'intelligence artificielle bouleverser la logistique, pas seulement dans le véhicule, mais dans la façon de... Et on voit des robots arriver, et on a quelques participations dans des robots. Également, alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses sur le dernier kilomètre et le last mile, on pourra y revenir avec tous les GAFA, ça explose, c'est un vrai... Mais surtout sur du transport intercentre. On a une participation, par exemple, dans une boîte qui s'appelle Elroy, aux US, qui peut desservir sur c'est pas le last mile, c'est un peu plus long, c'est pas des robots, c'est pas des choses très longues non plus, mais sur des plateformes offshore, par exemple, sur de la logistique, ça peut optimiser de la logistique. Par contre, il y a un sujet qu'on n'aborde pas ici, c'est que vous savez qu'une voiture autonome, l'usage d'une voiture parfaitement autonome par jour va consommer, et là nous, alors moi je suis en charge des business bas carbone, va consommer entre ce que 3000 à 4000 internautes utilisent par jour de data, et donc c'est quelques dizaines de tonnes de CO2 quand même par jour. Et ça, c'est quand même le jour où on se rendra compte, ça fait plusieurs allers-retours Paris-New York. Donc ça, c'est quand même un sujet. Alors, nous, on travaille beaucoup sur
l'optimisation de la consommation Ouais. des véhicules électriques. Ces voitures autonomes sont peut-être électriques, mais c'est quand même un autre frein supplémentaire qui un jour verra peut-être, au-delà des usages, de tout le travail sur la data qu'on va devoir faire, sur la C'est-à-dire que même si elle est responsabilité, électrique, il y aura une consommation de CO2 Voilà. à travers l'usage de la data, l'usage de la l'usage data, intensif de la data. l'usage intensif. Bon, j'avais également pas mal regardé tout ce que ça impliquait comme donc, modification de l'infrastructure électrique, on en a parlé. Modification de l'infrastructure télécom avec l'arrivée de la 5G. Il y aura du Wi-Fi, mais il y aura probablement également du dialogue route-véhicule. Voilà. Ensuite, il y a de l'activité de processing, donc ça génère également du CO2. Et de plus en plus, on parle de l'empreinte carbone, de tout ce qui est traitement de la donnée. Hein. Donc voilà, ça c'est D'accord. encore... Monsieur Flonneau, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris 1, spécialiste de la mobilité. Si on prend une perspective un peu historique de ce sujet, il y avait le patron de Volkswagen qui avait dit l'automobile va changer ces 10 prochaines années beaucoup plus que ces 100 dernières années. Est-ce que là, il y a une exagération encore une fois, ou alors on va vraiment vers un bouleversement de ce secteur? Comment est-ce que vous voyez les choses compte tenu de la perspective historique que vous avez? Alors, je vais essayer de vous répondre comme un ancien élève. C'est un grand plaisir, évidemment. Vous avez raison, et le patron de Volkswagen ne se trompe pas. Et il a beaucoup à faire pour se racheter, pour précisément anticiper cette révolution qui est annoncée, mais dont il faut bien, et chacun des intervenants a tâché dans la grande image de replacer dans les zones de pertinence son application. C'est-à-dire que envisager le véhicule autonome bénéficiant de l'intelligence artificielle et de ses avancées au même niveau que l'automobilisme traditionnel, c'est une erreur. Et c'est une erreur durable. Et c'est une erreur sur laquelle il faut cesser, à mon avis, de communiquer de la part des constructeurs automobiles. Je veux dire par là que, évidemment, ce qui a permis historiquement l'achèvement de la révolution automobile, pour le meilleur et pour le pire, ce qui a permis cet achèvement, ce sont deux choses, deux horizons d'attente. L'horizon d'attente de l'humanisme, c'est-à-dire qu'on y voyait dans une histoire de la vie privée, eh bien, un gain de liberté, et on voit que l'on en est arrivé eh bien, quasiment dans certains espaces à une contradiction majeure. Et le deuxième horizon d'attente, c'était l'universalisme. C'est-à-dire qu'on pouvait faire rouler des véhicules sur toutes les routes. Et là, naturellement, la problématique routière rentre dans le jeu. La problématique de routes équipées, avec des équipements chers, de routes connectées, qui ne peuvent, par définition, pas irriguer tous les territoires dont la Caisse des dépôts, entre autres, a la responsabilité. Mais vous êtes là devant, finalement, des contradictions tenaces par rapport au système de l'automobilisme classique qui, lui, a triomphé parce qu'il a su se rendre désirable de ce point de vue. Et pour totalement répondre à votre question, et j'emploie un argument qui a été utilisé à plusieurs reprises, c'est celui de l'acceptabilité sociale, c'est celui de l'évidence du bienfait public que représentera ce véhicule autonome. Or, aujourd'hui, avec les risques qu'il y a sur les données, avec les risques qu'il y a éventuellement de monopole, de régression aussi, de mobilité dégradée, et il y a un autre atelier en ce moment même sur la mobilité inclusive. Je le vois plutôt actuellement comme une mobilité exclusive, plus chère, plus rare et pas du tout universelle. Donc il y a quand même, et éventuellement polluante, parce qu'en effet, ne pas perdre les finalités de vue, et si de ce point de vue-là, l'objectif est la neutralité carbone et la neutralité écologique, on en est très loin. Quelqu'un veut réagir à ce tableau? Parce que c'est vrai qu'on nous avait promis un progrès à travers la voiture autonome, qu'elle soit plus écolo, plus économe, plus partagée. Moi, je souscris assez à ce qui vient d'être dit. C'est une autre manière de dire ce dont j'ai parlé moi-même. Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a, c'est intéressant d'ailleurs, une espèce de décalage entre les représentations, qui d'ailleurs viennent beaucoup des États-Unis, des représentations qui viennent des États-Unis, qu'on voit pas tellement, mais un peu quand même sur les réseaux sociaux, et puis la réalité. En particulier, le modèle de société qu'on voit dans les petits films ou les images, etc., des véhicules autonomes, bon, c'est sûr qu'elle n'est pas universelle. Bon, il fait beau tout le temps. Bon. Les gens sont plutôt jeunes et ont l'air en bonne santé. Bon. C'est dans des villes où tout est à angle droit. Bon, enfin bref. Donc ce sont des représentations, un espèce de conte
Mais effectivement, ce n'est pas la réalité. Et je crois que tout l'enjeu, il est bien de trouver les domaines économiques et sociaux de pertinence. Alors, j'aurais toutefois, sur le plan technique, faire un petit bémol sur les histoires de connectivité. Normalement, entre guillemets, le véhicule autonome n'a pas besoin d'être connecté. Véhicule autonome, inventé aux États-Unis par Waymo et autres. Bon, c'est un véhicule qui se débrouille tout seul avec ses caméras, ses lidars et tous ses engins de captation. Bon. Deuxième niveau, on s'aperçoit de plus en plus dans les expérimentations que c'est quand même pas mal d'avoir un peu de redondance sécuritaire, par exemple sur les carrefours. Hein. Et puis, troisième niveau, pour créer du business avec, c'est là où il faut être connecté. Mais le véhicule autonome en tant que tel, il n'est pas forcément connecté. Bon. Mais ça n'empêche qu'il n'est pas toujours, mais assez majoritairement électrique, avec les questions qu'on peut se poser sur effectivement les batteries, leur cycle de vie, etc. etc. Bon. Donc je crois qu'on dit tous un petit peu la même chose, c'est qu'il faut trouver les bons niveaux de pertinence. Moi je suis un petit peu, donc aujourd'hui sur quoi on travaille surtout, c'est quoi? Et au niveau français et international, les questions de validation de sécurité. Parce que en principe, ces véhicules, ils devront être plus sûrs, ou en tout cas au moins aussi sûr que les véhicules conduits par un humain. Bon. Mais du coup, ça pose des problèmes, c'est très marrant d'ailleurs, très intéressant, ça pose des problèmes technico-juridiques extraordinaires. Qu'est-ce qu'on va homologuer? Un véhicule? Non. Un véhicule et un système? Oui. Mais dans quel cas d'usage? Et on ne va pas se mettre à travers le monde à homologuer que des cas d'usage. Bon. C'est d'ailleurs le point de savoir si ça peut aller sur la plateforme portuaire de Rouen ou sur, je ne sais pas trop quoi, les villages enneigés d'Autriche. Bon. Donc il y a un énorme travail conceptuel sur qu'est-ce que c'est qu'homologuer en sécurité des systèmes. Bon. Et d'ailleurs, ce travail, il ne concerne pas simplement l'automobile, il concerne de plus en plus toutes sortes de machines ou de systèmes ou d'ensembles industriels pour lesquels, comme l'a dit Gabriel, l'essentiel, ce sont les plateformes de supervision, de gestion, de mise d'optimisation de tous les process de circulation ou de tous les process industriels. Et puis la deuxième chose sur laquelle il faut qu'on travaille, c'est les modèles économiques. Parce que, donc, on est d'accord, l'individu qui va acheter une voiture fort chère pour des facilités qui vont progresser, enfin sans être absolument spectaculaires, bon, ça ne va pas être un énorme marché. Bon. Les marchés de flotte, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça marche, parce que pour que ça marche économiquement. Parce que pour que ça marche, ou bien il faut que le contribuable paye. Bon, ça, c'est assez facile à faire, si j'ose dire. Bon. Mais si on rêve que ce ne soit pas simplement une affaire de contribuable, il faut trouver des cas d'usage dans lesquels c'est assez dense. C'est-à-dire, on peut remplir les voitures de façon assez longtemps par jour et assez remplie pour que ça vaille le coup de les faire tourner et d'avoir investi. Bon. Et les cas dans lesquels ça peut marcher, c'est pas si évident que ça. Et une des choses intéressantes, c'est de voir que là, on est en train de passer, mais c'est pas simplement la voiture autonome, c'est la mobilité connectée. On est en train de passer d'un système qui était clair, qui était la voiture individuelle, c'est l'individu qui paye, plus ou moins d'ailleurs ses externalités, mais enfin l'individu qui paye. Transport collectif, c'est le contribuable qui paye aux 2/3. Bon, on voyait à peu près le système. Bon. Et entre les deux, il faut monter un système économique qui n'est pas évident. Par exemple, on va voir au moment des grèves que l'autopartage va être subventionné. Bon, c'est intéressant comme innovation, mais ça donne à réfléchir quand même, avouez. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant aussi dans les véhicules autonomes, c'est que derrière eux, on voit se poser toutes sortes de questions que l'autonomie, en quelque sorte, pousse à son terme et qui ont été relevées par les autres intervenants. Monsieur Kamberman, peut-être un mot sur comment est-ce que la RATP, l'approche de la RATP sur le modèle économique. Alors, sur le modèle économique, nous, on est opérateur. Donc, on s'intéresse à comment fonctionne un véhicule, mais on ne s'intéresse pas à comment on les construit. Par contre, il faut qu'on les opère. Opérer un véhicule, c'est ce qu'on sait faire depuis longtemps. C'est opérer une flotte de bus. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On a 4500 bus à Paris. Ça nécessite de la connexion. Et donc, on va connecter les véhicules autonomes
pas tant pour que... alors, on est en train de tester pour savoir est-ce que c'est pertinent effectivement de leur donner des informations supplémentaires au carrefour, etc. Mais juste pour savoir où ils sont et dans quel état et est-ce qu'ils sont capables de rouler. Pour gérer les incidents, parce que opérer, ça veut dire qu'il y a des incidents. Alors, vous avez des incidents techniques, mais vous avez aussi des incidents liés aux voyageurs. Le voyageur malade, si vous faites une flotte de robotaxi, vous aurez des voyageurs malades, forcément. Donc c'est pour ça que l'idée de la flotte de taxis, où juste on met des taxis qui tournent tout seuls, et puis les voyageurs se débrouillent tout seuls, probablement ça ne va pas marcher. Je pense qu'on a tous appris de l'expérience Autolib, sur les questions de propreté, par exemple. Là aussi, si on rentre dans ces questions-là, on va retrouver toutes ces questions-là. Et ça, c'est le rôle classique de l'opérateur de traiter ça. Derrière la question des modèles économiques, là aussi, elle est très différente en fonction bien sûr en fonction des gens, de pourquoi ils se déplacent, mais aussi des zones. Paris intramuros ou l'extrémité d'un RER, c'est pas la même densité, et donc c'est probablement d'ailleurs pas les mêmes véhicules. Peut-être que le dernier kilomètre, c'est plutôt de la petite navette de 4-5 places qui tourne. Peut-être que dans Paris intramuros, c'est plutôt du bus de 12 mètres, voire du bus en site propre, en moyenne banlieue, où là on peut faire des grands bus articulés à 22 mètres. Et tout ça, c'est des véhicules autonomes, mais finalement pas pour les mêmes personnes et pas pour les mêmes usages et pas pour les mêmes modèles économiques. On commence à travailler le sujet des taxis volants. C'est aussi une forme d'autonomie de véhicule, puisque c'est plutôt la logique du drone et donc il n'y aura pas de pilote à bord. C'est encore un cas d'usage complètement différent pour une catégorie de population différente, avec un modèle économique différent et des usages différents en termes de fréquence. Donc aujourd'hui, nous, on est dans une approche où on teste. À chaque fois qu'on teste, on prend des véhicules, on commence à regarder les coûts d'opération, d'acquisition, de gestion, de maintenance de l'ensemble, pour être capable ensuite d'aller discuter avec notamment l'autorité organisatrice des mobilités de qu'est-ce qui est économiquement faisable et économiquement finançable. Madame Gauthier, vous vouliez réagir? Non, on essaye, nous, on est en fait le partenaire d'un certain nombre de flottes, ne serait-ce que d'entreprises, par la carte GR, que l'on enrichit d'un certain nombre de services. Donc on regarde la façon dont ces flottes évoluent et on essaie de développer ça au-delà avec des entreprises comme Getaround ou Drivey avec qui on a des partenariats pour aller au-delà du paiement de la voiture qu'on partage, aller vers des services, par exemple, de refueling. On a une participation dans une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Booster, qui vient faire le plein et qui va pouvoir peut-être aller entretenir votre voiture chez vous, sur place. Voilà, une voiture partagée, une voiture qui sera partagée. Donc ça c'est des usages et des usages de flotte de plus en plus intelligentes, partagées. Donc ça, on voit ce mouvement de l'évolution. Donc des écosystèmes, soit où c'est les entreprises, au sein d'une flotte d'entreprises, ou limite entre une flotte de particuliers d'entreprises. Par exemple, l'entreprise, on discute beaucoup avec l'entreprise sur les plans de mobilité, Ecodev s'adresse non seulement à des entreprises pour optimiser le remplissage des voitures domicile-travail, mais également à des collectivités locales pour voir sur des zones d'activité. Donc, sur des zones d'activité, on ne peut pas développer une flotte de voitures partagées, optimisées, etc., etc. Donc, c'est quoi? Donc, on voit ces écosystèmes évoluer avec davantage d'intelligence, de services, voilà. Et le deuxième sujet que l'on voit, c'est la logistique optimisée, où l'intelligence, là, c'est pas d'ailleurs uniquement le véhicule, c'est toute l'intelligence artificielle ou service. Google a investi donc dans tout un tas de centres logistiques. On regarde d'intelligence, de répartition de stock, etc. Puis de drones donc les véhicules intelligents vont être ces centres logistiques. Comme je vous ai dit, là, on a investi dans cette entreprise qui est aux États-Unis, qui va faire ça, qui délivre en fait des choses, mais c'est pas le dernier kilomètre, qui est compliqué à gérer. Ça, c'est peut-être encore un petit peu de la science-fiction, même si voilà. Alors que des choses sur des trajets près inter-centres logistiques, périurbains et pas intra-urbains, où nous on investit là parce que sur les plateformes pétrolières, délivrer et optimiser la logistique avec de l'intelligence et des drones, oui, ça on y croit. Je vais rester sur on a beaucoup parlé des GAFA. Guillaume,
C'est vrai que la voiture autonome a été un peu, enfin, les constructeurs ont été un peu mis sous tension par Google, par Apple, avec leur Google Car, leur Apple Car, et les investissements colossaux qu'ils ont investis sur cette technologie. Alors si, comme le dit Madame Hydrac, demain il n'y a pas de voiture à 100% autonome, quel est l'intérêt pour eux finalement, s'ils ne peuvent pas écouler leur contenu, parce que finalement leur modèle à eux, c'était de trouver le moyen de écouler leur contenu vidéo, leur contenu internet et tout ça. Est-ce que le modèle pour les GAFA est nettement moins intéressant et du coup ça remet au centre du jeu les constructeurs? Une vaste question. Je pense que ce qui s'est passé à l'époque, tout simplement, c'était un bond dans l'inconnu. C'était tout simplement de se retrouver avec deux écosystèmes, deux acteurs majeurs. Vous mettez les GAFA d'un côté, vous mettez les constructeurs de l'autre. Mais vous vous retrouvez avec des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se fréquentent pas et qui partagent quand même deux caractéristiques majeures. Un, ils sont extrêmement gros. Deux, ce sont des donneurs d'ordre. Et tout d'un coup, on leur dit, vous allez travailler ensemble, vous allez faire quelque chose. Donc là, il y a le choc culturel. C'est ce qui s'est passé au début. Donc, je me souviens à l'époque, quand on parlait d'Android Auto, quand on parlait de CarPlay, c'était, ça y est, les GAFA vont envahir les voitures, les constructeurs ne voulaient plus être des fabricants de boîtes de conserve pour les GAFA. C'était ça le sujet. 5 ans après, même 4 ans après, on fait entrer les assistants personnels dans les voitures, on s'en vante, alors que ce sont, d'un point de vue, je dirais, partage d'informations et intrusivité, des éléments beaucoup plus corrosifs que pouvaient être les différents navigateurs qui étaient proposés à l'époque. Donc il y a un changement qui est très, très clairement opéré dans les consciences. Je pense que la vraie question qui se pose aujourd'hui aux constructeurs, c'est de savoir ce qui va leur arriver dans les années qui viennent, puisqu'on a parlé électrification, contraintes, certaines tensions sur les marchés, on a quand même des marchés qui baissent. Donc tout ça arrive à un moment où il faut investir massivement dans des technologies pour lesquelles ils ne sont pas natifs. Donc la vraie question qui est derrière eux, c'est quelle est la vraie définition de leur chaîne de valeur. Est-ce qu'ils restent dans ce qu'ils étaient? Est-ce qu'ils se rabattent sur la construction de véhicules d'excellence opérationnelle, ou alors est-ce qu'ils doivent élargir, étendre leur chaîne de valeur et devenir des opérateurs de mobilité, des opérateurs de... Alors le robotaxi n'est pas beau, mais sur le fond, être ceux qui opèrent les véhicules qu'ils produisent. C'est des vraies questions qui sont posées aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est la position des GAFA qui, quelque part, aujourd'hui, est beaucoup plus affirmée qu'à l'époque. À l'époque, on se demandait ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils allaient essayer de faire à des voitures ou pas. Bon, très clairement, aujourd'hui, en tout cas, ça n'a plus l'air d'être la priorité. Ils restent dans des modèles qui sont les leurs, à savoir le digital, c'est très cher à développer, très facile à copier, donc une intensité capitalistique qui est peut-être moindre sur le long terme. Et puis, ils se sont rendus compte même d'une chose, c'est qu'une voiture autonome, finalement, c'est les principes du digital appliqués au réel, mais le réel, c'est plus compliqué que le digital parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et la principale des choses qu'on ne prévoit pas, c'est la sécurité des uns et des autres. Donc, je dirais que quelque part, aujourd'hui, tout le monde est en train de prendre ses marques. C'est un peu plus clair qu'avant, mais on remarque aussi qu'entre les différents constructeurs, les stratégies ne sont pas les mêmes. Notamment dans la relation avec les GAFA, vous avez d'un côté un certain nombre de constructeurs qui décident de travailler directement avec Google, directement avec Apple sans trop le dire, les Chinois qui font les deux en même temps, et puis vous avez d'autres, par exemple comme General Motors, qui lui investit directement dans une technologie comme Cruise pour garder ça in-house. Voilà, on a encore des questions qui sont posées, mais on a quand même beaucoup avancé sur cette réflexion-là. Monsieur Flonneau, j'avais une question quand même sur le côté science-fiction, réalité de l'innovation en automobile. On a toujours besoin un petit peu de rêver l'automobile. Historiquement, c'est quelque chose qui a toujours fait rêver les gens. Est-ce que ce rêve, c'est pas le moteur de l'innovation? Et pour rêver, est-ce qu'on doit être contraint par un modèle économique, se dire si je veux innover, il faut d'abord que je pense au modèle économique. Est-ce que le rêve, c'est pas le vrai moteur de l'innovation dans l'industrie automobile? Puis après, on atterrit. C'est une question très très sérieuse, celle du désir, celle de la désirabilité de ce nouveau monde des mobilités. Et je pense vraiment qu'on la sous-estime et on a besoin d'humanité au pluriel, de sciences humaines pour tâcher de la comprendre et justement pour réfléchir à l'acceptabilité sociale. Parce qu'on n'est pas à l'abri, et vous l'avez remarqué Madame le Ministre, on n'est pas à l'abri quand même d'un vrai refus de paiement. On l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec les bonnets rouges. Il y a un moment, si le bénéfice public n'est pas évident et s'il est si taxé, je pense que des formes de jacquerie massive peuvent
intervenir. Et je reconnecte et je reboucle avec votre question, c'est-à-dire que l'horizon de l'onirisme, alors j'ai entendu la RATP qui s'intéresserait au taxi volant, je l'ai lu effectivement. J'ai vu des éléments qui sont epsilon quand même dans le monde des mobilités par rapport à ce fait social massif, systémique, écosystémique et universel qu'est l'automobilisme traditionnel qui, et là encore il faut élargir le tableau, continue de faire rêver sur certains continents. C'est-à-dire que nous en sommes blasés particulièrement ici, là, mais je pense tout de même qu'il y a une dimension de désir, d'appétence et qui dépasse quand même, et là je rejoins ce que dit Guillaume Crunel, qui dépasse l'effet autoréalisateur des GAFA. C'est-à-dire qu'ils ont beau mettre tout l'argent qu'ils veulent sur le tapis, il y a un aspect réel, et l'automobile est un objet sensationnel au sens où il crée des sensations. Alors évidemment, ça ne rend pas compte de Rivoli, mais c'est un élément qui participe du tableau général. Et si vous le déniez, eh bien, vous ne resterez que dans une réalité virtuelle. Donc ce nouveau monde, il faut qu'il se rende encore plus désirable. Et je dirais que par rapport aux intérêts de gouvernance, parce que le mot n'a pas été employé, me semble-t-il, et d'équité, de reconnaissance de ce bien commun, et surtout de confiance dans le nouveau système, il y a encore beaucoup à faire. Parce que là, le soupçon, c'est quand même que la Silicon Valley va capter toute cette valeur. Et c'est un peu la réalité. Mais monsieur Flonneau, vous êtes convaincu que demain, les gens seront aussi attachés à la voiture qu'ils ne l'étaient hier? Vous voulez que je réponde? Oui, je veux bien. Parce que vous regardez, par exemple, Oui. À Paris, le Oui, nombre de élargissez jeunes le qui tableau. passent le permis de conduire a beaucoup baissé. Les gens se démotorisent, et pas qu'à Paris. Dès qu'on est dans une agglomération, est-ce que demain, la voiture restera un objet de rêve et de désirabilité, comme vous dites? La voiture ne peut pas être remplacée par la trottinette électrique partout. La voiture ne peut pas être remplacée par le vélo partout. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une dimension immarcessible. Mais on peut avoir une approche très rationnelle de l'autonomie, très utilitariste et pas affective. Oui, c'est dans ce mais sens-là. cela existe aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un moment où la contradiction et la schizophrénie doivent devoir cesser, parce que si l'on vend le véhicule autonome sur les anciens schémas de l'automobilisme traditionnel, on fait fausse route. Donc c'est autre chose que l'on propose. Je suis très très profondément d'accord. Bon, il ne faut quand même pas oublier que l'essentiel de la dynamique des mobilités, elle se fait en Asie quand même. Hein, bon. Et donc en Asie, les trottinettes, justement, c'est ce qu'ils aiment plus. Hein, bon, passons. Voilà, il faut toujours un petit peu remettre les... Bon, sur la question d'acceptabilité, aujourd'hui, il n'y a pas d'affect du tout en faveur des véhicules autonomes. Aujourd'hui, il y a moitié-moitié de gens qui sont intéressés et d'autres qui sont délibérément inquiets. Les types d'inquiétudes, c'est la sécurité, c'est la perte de liberté. Et alors c'est marrant, moi j'ai fait faire des différences entre les hommes et les femmes, parce que je crois que c'est assez sensible sur l'automobile. Et bon, la question de la liberté n'est pas la même quand c'est la liberté de conduire ses enfants où il faut aller, ou quand c'est la liberté de foncer sur les autoroutes allemandes. Et ben, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, pas tellement. Donc il y a la sécurité, il y a la liberté, et puis il y a la question des données. Bon. Et donc tout ce qui va autour, la cybersécurité, de perdre cette privacy, etc., etc. Bon. Et donc il faut travailler sur d'autres représentations, parce qu'effectivement la représentation d'un surcroît de liberté individuelle et universelle, ça ne va pas puisque c'est trop faux. Bon. Donc il y a un moment où il faut être dans le rêve, mais quand même pas trop faux. Bon. Je vais vous donner un exemple à propos de l'universel. Il y a des très fortes attentes à propos de l'inclusion pour le véhicule autonome pour les personnes âgées en milieu rural. Vous avez dit qu'il allait falloir faire des infrastructures très chères, mais avant de faire des infrastructures très chères en milieu rural, il faudrait qu'il y ait des bandes blanches au bord des routes. On n'est pas dans l'infrastructure très chère. C'est une des raisons pour lesquelles 3M a choisi l'Europe comme des territoires de développement, non pas de ces technologies les plus sophistiquées, mais de ces technologies pour des bandes routières robustes, qui ne s'effacent pas.
Il y a une deuxième chose qui est embêtant dans la campagne, c'est qu'il y a des arbres qui quelquefois changent d'aspect selon les saisons. Et donc il faut accumuler des données de connaissance de son environnement par le véhicule autonome en toute saison. Bon, voilà. Donc tout ceci pour dire que les représentations, par exemple, chez les personnes âgées ou chez les personnes handicapées, sont très fortes. Il ne faut pas les tuer, mais en même temps, elles ne correspondent pas à ce qui sera réel. Et donc, il y a un gros travail, et j'aimerais bien qu'on en reparle, de configuration de ce qu'est le juste niveau de rêve pour stimuler l'innovation et pour ne pas créer des frustrations et pour laisser les interstices qu'ils conviennent, ni plus ni moins, à ces formes de véhicules par rapport à des valeurs, effectivement, de liberté, d'inclusion, de sécurité, de partage, de sobriété dans l'usage de l'espace et de l'argent public, etc., etc. Tout à fait autre chose, mais vous savez, le véhicule autonome, électrique, autonome, etc., s'il n'y a qu'une personne dedans, c'est pas top, hein. Non. Donc, c'est ce que j'ai déjà dit hier en faisant un plaidoyer contre l'autosolisme. Bon. Donc, on voit bien que les sujets de la société, les sujets des villes, les sujets de la combustion excessive de carburant, etc., ils sont plus larges encore que ces histoires de véhicules autonomes. Et donc, par rapport à ça, pourquoi est intéressant un véhicule autonome? Parce qu'il peut être partagé et donc il peut plus facilement que d'autres formes lutter contre l'autosolisme, c'est-à-dire contre l'encombrement et un mauvais usage du capital investi aussi bien dans les véhicules que dans les infrastructures. Bon. Donc encore une fois, voyons-le comme un moyen de poser autrement, différemment, avec la question des cas d'usage qui devraient s'imposer partout, les questions de mobilité. Parce que les cas d'usage, on devrait en parler partout. En fait, la loi, elle est faite pour rendre possible toutes sortes de cas d'usage qui, juridiquement ou techniquement, ne l'étaient pas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est un peu, nous, avec notre travail sur nos sujets d'autonomie, un peu le fer de lance du débridage des initiatives. On a parlé de désirabilité, acceptabilité. Alors, il nous reste 10 minutes, on va peut-être faire un dernier tour de table pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut conclure, comment est-ce que vous voyez la mobilité de demain avec toutes les promesses technologiques qui nous sont faites, en nous raccrochant vraiment sur ce que l'on sait et ce que l'on connaît de la technologie et non plus dans la science-fiction. Je vais peut-être commencer par Com. Alors, vaste question. 2 minutes. 2 minutes chacun. Moi, ce qui me semble être le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on fait mieux la mobilité. Nous, on a un problème aujourd'hui, c'est le RER A ou la ligne 13. On est victime de notre succès. On ne peut plus rajouter de trains supplémentaires, on a déjà doublé les trains. Enfin, à un moment, les gens aujourd'hui sont objectivement serrés comme des sardines dans le RER à 8h du matin. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait mieux de la mobilité et finalement, un des angles qu'on creuse, c'est comment est-ce qu'on donne le pouvoir à l'utilisateur de choisir la mobilité qu'il veut. En l'informant, en lui donnant une palette et une diversité de cas d'usage qui s'adapteront plus ou moins à son cas personnel et qui s'adapteront à des conditions externes. On sait bien que quand il pleut, il y a plus de monde dans le métro et il y a moins de gens qui prennent leur vélo ou leur trottinette. Et puis vous êtes capable de faire des réarbitrages personnels. Il y a des jours où vous êtes pressé, et puis il y a des jours où vous êtes prêt à prendre 10 minutes de plus pour aller quelque part. Donc la question, pour moi, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait mieux la mobilité et comment est-ce qu'on fait ce travail de croisement entre ce que nous offre la technologie, les cas d'usage dans toute leur diversité, les questions économiques, parce qu'à un moment elles se reposent et aujourd'hui le coût du kilomètre voyageur du RER A, c'est pas le même que celui du métro, c'est pas le même que celui du bus, et c'est très loin d'être celui de la navette autonome à 6 places. Et la question effectivement des externalités. Si on a des externalités négatives, si on développe des services pour une minorité de la population, on aura un retour de bâton. Mathieu Flonneau, la mobilité de demain, science-fiction en réalité.
Il est clair que le futur va advenir. Toutefois, ne pas oublier effectivement quelques inerties, et parmi les grosses inerties, celle des infrastructures, celle des routes. La LOM a quelque part été perçue, et c'est à juste titre, comme une loi qui revalorise ce qui était devenu tabou, c'est-à-dire la culture routière. C'est-à-dire que dans les territoires, il y a une dimension du dernier kilomètre et il y a une dimension de l'accessibilité, un autre mot-clé de tous ces débats qui doit demeurer absolument ouverte. Et donc nous sommes des démocraties et j'écoute avec évidemment beaucoup d'intérêt les exemples qui nous viennent de Singapour, de Chine. Et je me dis à quel prix ? C'est-à-dire que si la mobilité de demain et cet idéal est celui de la reconnaissance faciale à tous les coins de rue et d'une forme de suivi et de traçabilité absolue, je pense que dans nos sociétés habituées à un contact démocratique, la protestation sera vive. On n'est pas à l'abri de vrais refus. Et je constate que des autorités, Londres par exemple, interdit un grand opérateur partenaire de notre manifestation. Il y a des éléments qui sont fondamentaux à partir du moment où la captation de valeur n'est pas identifiée, à partir du moment où on ne fait pas confiance justement à cette régulation. Donc plus de clarté, moins de pensée magique également, et de la considération accordée à ce qui est véritablement réel. Madame Gauthier ? Nous, on croit très clairement que l'avenir est quand même à des systèmes qui vont permettre, parce que de choisir parmi diverses formes, de façon plus fluide, parmi diverses formes de mobilité sur un territoire donné. Alors sur les villes, donc au système, et là aussi il faut faire attention parce qu'après il y a une application formidable peut en exclure tout un tas d'autres. Donc d'ailleurs regardez une application comme Citymapper sur les villes. Il faudrait ça et puis l'étendre. Donc voilà. Donc ça devient peut-être un peu dangereux, mais c'est quelque chose. On croit beaucoup plus à ça. Donc sur un territoire donné ou pour un usage donné, transurbain, une optimisation en fonction de l'usage que l'on veut faire de cette mobilité, parce on est un jour effectivement père de famille avec, un autre jour avec des courses à faire, un autre troisième jour avec ses vieux parents en trimballés, une quatrième, voilà. Donc on n'est pas que domicile-travail, hein, voilà. Donc ces systèmes d'optimisation grâce au numérique et à des plateformes numériques. Ça, on y croit. Ensuite, sur les mobilités et la motorisation, autre sujet sur lequel on travaille beaucoup. Bon, on regarde la voiture électrique, on ne regarde pas que la voiture électrique, on regarde la voiture électrique avec tout ce que... Évidemment, on est devenu utility, électricien, on a racheté Direct Energy, Saft, etc. On a des participations dans des entreprises et dans des startups qui font des batteries de plus en plus intelligentes, etc. On regarde aussi, sans faire rêver, l'autre hype qui va arriver et que je vois arriver massivement, c'est l'hydrogène et les mobilités à hydrogène. On ne parle plus que d'hydrogène. Là encore, je pense que c'est un autre sujet sur lequel il faut atterrir. On ne croit pas forcément à la voiture individuelle hydrogène tout de suite, loin de là. On croit là aussi plutôt aux trucks. On en a pas. J'étais étonnée, on n'en a pas parlé ici, parce qu'en général, dans toutes ces tables rondes futuristes, on ne parle que d'hydrogène aussi. Là, on en a parlé hier d'hydrogène. Ah d'accord, pardon. Donc, c'est faire attention que ce ne soit pas le nouveau hype, etc. Également, c'est un vecteur très intéressant, décarboné, et on est à fond dans tout ce qu'on peut décarboner. Et donc, moi, je regarde également ce qu'on peut faire, et ce que peut faire une grande entreprise comme Total avec l'hydrogène, dans la mobilité plutôt les gros véhicules, les trucks, etc. Donc, c'est pas à négliger. Et j'avais d'ailleurs été une des premières investisseurs à la Caisse des dépôts dans Hype, la première compagnie de taxi à hydrogène, mais là aussi usage de flotte. Oui. Hein. Donc c'est usage très très balisé avec quelques voilà. Voilà, c'est ce que je peux en dire. Guillaume, science-fiction, réalité, désirabilité, acceptabilité. Je fais un peu de recherche, mais Philippe Cadic disait que la science-fiction c'était notre monde transformé en ce qu'il n'est pas ou ce qu'il n'est pas encore, mais par les technologies. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut savoir, on sait ce qui n'est pas encore là, mais qui va venir. Je pense qu'on est tous en train de tuer la phase 5, ou en tout cas dans le rêve qu'il est en train de promettre. Je ne suis pas sûr qu'il faille tuer la voiture individuelle autonome. J'ai envie de dire, si les constructeurs vont en faire et s'il y a un marché, ça les regarde. Et ce n'est pas ça qui transforme le monde pour autant. Mais ça existera, ça j'en suis persuadé.
Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels vont être, encore une fois, ce terme, ce cas d'usage clair qui va permettre d'améliorer de la fluidité urbaine, interurbaine, rurale, apporter des solutions à des maux de la société et faciliter un peu le transport, l'économie et l'écologie. Ça, c'est des choses qui vont venir. Donc, moi qui viens de l'automobile, je le vois plus du côté de la navette et des transports publics. Tout à l'heure, le lapsus que tu as fait quand tu as dit voiture autonome, mais non, en fait, on parle de véhicule autonome. Finalement, il s'est fait assez rapidement dans l'esprit de tout un chacun, y compris dans la sphère automobile. Donc, je pense que le futur proche, il est dans la navette, dans des cas particuliers. Il y a un mot qu'on n'a pas trop utilisé, c'est les différences culturelles entre les pays, entre les villes. Les mobilités des villes ne seront pas les mêmes. Et donc, les utilisations des véhicules autonomes, partiellement autonomes, seront différents. C'est toute la problématique de faire du cas particulier alors qu'on voulait faire de la masse. Madame Idrac, est-ce que vous allez nous faire un peu rêver quand même sur l'avenir? Écoutez, il n'y a rien à rajouter. Je crois qu'effectivement, on va vers quelque chose qui sera assez divers. C'est comme vous dites, il y aura des voitures individuelles qui auront un ADAS, comme on dit, une aide à la conduite, une délégation de conduite de plus en plus sophistiquée. Et c'est très bien comme ça. Et nos équipementiers sont super bien placés pour ça. Hein. Vraiment très très bien placés. Bon, on peut y compris sur l'hydrogène. Oui. Bon. En l'occurrence, on peut citer Valeo. La plupart des véhicules autonomes équipés à travers le monde le sont au moins pour partie de systèmes de capture Valeo. Bon. Il y a un grand domaine d'innovation où on n'est pas extraordinaire en France. C'est tout ce qui est la cartographie rapprochée. Bon. Là aussi, il va y avoir des progrès qui vont faciliter le développement. Et puis oui, toutes les formes de navettes, alors je dirais de toutes les tailles, bon. Et c'est là où les évolutions réglementaires doivent accompagner les choses, parce que aujourd'hui, il se trouve, je viens de découvrir ça, qu'il y a des systèmes réglementaires différents. Par exemple, les véhicules de 9 à 16 places ont un système différent des autres. Bon. Évidemment, il y a des cas d'usage qui seront à 7 places, bon, et d'autres qui seront, comme il a été dit par la RATP, bon, beaucoup plus importants. Donc, il faut que les choses deviennent possibles dans de plus en plus de cas nombreux. Vous voyez, par exemple, au début, moi, j'avais pas pensé à l'importance des cas d'usage événements touristiques ou culturels. Bon, mais ce sont des cas de mobilité. Bon, j'avais pas pensé au business model touristique. Ben, pourquoi pas? Ce sont des formes de mobilité et des éléments de construction progressive d'expériences qui permettront de s'adapter à tout ce qui peut faire effectivement une meilleure mobilité. C'est cela qu'on vise tous. Et c'est là ce qui est très intéressant, c'est que très vite on aboutit à des idées de régulation, c'est-à-dire c'est pas n'importe où, c'est pas n'importe comment, c'est pas avec un seul voyageur à bord, c'est pas avec n'importe quel partage des données. Et on revient bien donc dans le champ, je dirais, habituel et innovant en même temps des mobilités dans lequel il faut que les technologies fassent l'objet de régulation, d'intégration collective pour pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes. Merci beaucoup, merci à tous.